Donc, moi, mon sujet, c'est le français. La langue française, l'écriture inclusive. Alors, j'ai apporté, j'aime bien, ça fait toujours un petit peu d'effet, j'ai apporté un petit objet pour symboliser cette liberté de la langue. Est-ce que le français est une langue libre? Ben voilà, c'est une cage à oiseaux. Elle est belle. Ça reste une cage. C'est une belle cage. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Donc, vous allez voir qu'on peut être à la fois une traductrice indépendante depuis un petit peu plus de 20 ans. Je sais, j'ai l'air beaucoup plus jeune, mais en fait, ça fait quand même déjà plus de 20 ans que je suis à mon compte. Et posséder une DeLorean virtuelle. Donc, je vous emmène en voyage. On va traverser les siècles. Donc, pour les plus jeunes d'entre vous qui ne connaissent pas ce qu'est une DeLorean, c'est la voiture de Doc dans Retour vers le futur. Donc, il voyage. On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc, maintenant, je le reprécise. Donc, une DeLorean virtuelle qui va nous emmener un petit peu à travers les siècles pour qu'on puisse répondre à cette question avec des éléments pertinents sur lesquels vous puissiez vous appuyer et qui valent vraiment référence. Alors, première programmation de ma DeLorean virtuelle, on va remonter dans votre année de CE2. Cours élémentaire, deuxième année, vous avez 7-8 ans. En général, le sourire CE2, on n'a plus les dents de devant parce que les dents de lait sont tombées. Donc, c'est assez remarquable. Et en CE2, en France, c'est cette année-là que les enfants apprennent que le masculin l'emporte sur le féminin, ou autrement dit, de manière un petit peu plus diplomate, quand le sujet est mixte, on accorde au masculin. Et là, en général, dans la classe, il y a une petite voix un peu plus rebelle que les autres qui vient dire, mais même s'il y a un milliard de femmes et un homme, on dit « il » avec un S. Et là, la réponse tombe, couperait, oui, même s'il y a un milliard d'hommes et une femme, on dit « il » avec un S. Donc, c'est ce que m'a rapporté ma fille de 8 ans. Donc, normalement, là, ça doit changer. Voilà. C'est ce que me rapporte Colline, 8 ans, quand elle rentre de l'école ce soir-là. Elle est outrée. Dans l'incendie, 3 petites filles et leurs chats sont morts. Alors, c'est pas la question d'aimer les chats. On aime tous les chats dans la famille. C'est pas la question. Mais même si c'est un chat, il l'emporte sur les petites filles. Elle était folle. Elle était très en colère. Et je la comprends et je trouve qu'on devrait garder nos colères de CE2. Parce que elles ont, comment elle disait, notre amie Ségolène, il y a de saines colères. Voilà. Il y a de saines colères. Donc oui, effectivement, c'est pas complètement juste cette histoire. Et cette colère, ben moi, je l'ai gardée. Alors, je l'ai rationalisée. J'ai un petit peu plus de 8 ans, mais je trouve quand même encore que c'est pas tout à fait au point. Et il y a beaucoup de choses à faire évoluer, même au-delà des noms de métiers, titres, grades et fonctions. Alors, on reprogramme notre DeLorean et on la fixe sur le 16 février 1676. On atterrit sur la terrasse du château de Grignan, où réside Madame de Sévigné pour l'hiver. Elle a une relation très très chaleureuse avec sa fille. Il fait un petit peu froid à Paris, donc elle descend à Grignan pour l'hiver. Et on se pose là avec la DeLorean sur la terrasse. Et voilà Madame de Sévigné qui sort, qui ouvre la porte-fenêtre, qui arpente la terrasse. Le coucher de soleil est magnifique. La Provence est absolument superbe. Ça domine, le château de Grignan domine un petit peu les alentours. C'est vraiment super beau. Mais bon, il fait quand même un petit peu frisquet. Elle grelotte, elle frissonne et elle rentre. Et la suite, c'est un de ses correspondants qui nous la relate dans une correspondance. Madame de Sévigné s'enquérant de ma santé, je lui dis « Madame, je suis enrhumée. »« Je la suis aussi, » me répond-elle. « Madame, il me semble que selon les règles de notre langue, vous devriez dire « je le suis ». Vous direz comme il vous plaira. Pour ma part, je croirais avoir de la barbe au menton si je disais autrement. À partir de là, de deux choses l'une, c'est un peu pléonastique ça, de deux choses l'une, soit Madame de Sévigné était une dangereuse islamo-gauchiste, adepte du wokisme, et elle ne le savait pas, soit, plus sérieusement, la volonté de nommer les femmes au féminin s'inscrit dans une longue tradition française. C'est pas quelque chose qui vient des États-Unis, ça date pas des années 2000 ou 2010 ou quoi. C'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Avant même l'Académie française. 1676, là on est avant l'Académie française. Par conséquent,
ça vaut le coup de creuser un petit peu le sujet. Alors, il arrive qu'on reproche... et là, je recule. Hop, hop, hop. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver à la fin. Donc, il arrive qu'on reproche à l'écriture inclusive d'assassiner Molière. Donc là, du coup, je vais vous parler de Racine. Rappelons que les auteurs et les autrices du XVIIe appliquaient aussi la règle de proximité. Donc, c'est une autre forme d'accord. Ici, dans cet extrait d'Iphigénie, on voit que le vers en gras, le troisième vers, le fer, le bandeau, la flamme est toute prête est accordé en genre et en nombre avec la flamme, parce que c'est le substantif le plus proche. Mais évidemment, on le comprend dans le sens, qui s'applique aussi au fer et au bandeau. Donc aujourd'hui, on dirait sont tout prêts. Cet accord de proximité, il cohabitait avec l'accord du masculin générique, avec l'accord de majorité, avant la décision unilatérale de l'Académie française. Mais cet accord-là, on le retrouve encore, par exemple, quand Macron s'adresse à nous en disant « toutes celles et ceux qui travaillent, blablabla ». Toutes celles et ceux, le tout, il est au féminin parce qu'il est juste devant celles, mais il s'applique aussi à tous ceux. Mais il ne répète pas tous ceux. Il dit toutes celles et ceux qui travaillent, blablabla. Donc l'accord de proximité, il existe encore aujourd'hui. On le met pas tellement en avant, mais je pense on gagnerait, en termes d'inclusion par la langue, on gagnerait aussi à lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Alors, pas forcément en genre, pas forcément en nombre. On garderait ici, si on modernisait cette phrase, on garderait un pluriel, parce que le sujet est composite, mais on pourrait l'accorder effectivement au substantif le plus proche, par exemple au féminin. Ce qui permet de dire les hommes et les femmes sont belles, ou les femmes et les hommes sont beaux. On accorde au plus proche. Donc on accorderait en genre, mais pas en nombre. Ah, qu'est-ce qui s'est passé en 1735 ? Eh bien, le bon roi Louis XIII, devant l'ébullition intellectuelle de la société à cette époque-là, décide de créer quelques sociétés savantes. Société des arts, société de médecine, académie de médecine, académie des beaux-arts, académie française. Alors, l'opération va créer une espèce d'entre-soi, un critère qui va permettre de distinguer l'élite, donc la noblesse, de, alors je cite, les manants et simples femmes. Donc, la noblesse et le peuple. C'est très clair, hein, c'est complètement assumé à l'époque, et la décision d'accorder uniquement au masculin parce que l'homme est plus noble que la femme, tout ça c'est parfaitement assumé. Ça date pas de l'Académie française, ça date pas de Louis XIII, c'est quand même une longue histoire du patriarcat. On peut reprocher à cette histoire... Ah, non, attendez, ça va trop vite pour moi. Pop, pop, pop. Voilà. Il faut que je reprenne ma flèche, que je la ramène sur mon écran invisible. Voilà. On peut se poser la question de savoir si à l'époque, le fait de mettre le français de la sorte en avant, c'était pas une volonté d'éradiquer les langues régionales, parce que à cette époque-là, tout le monde ne parlait pas le français de la cour. Je dirais que ça a été un constat, enfin un prétexte a posteriori, à partir du 19e, du 20e. Mais à cette époque-là, non. La volonté n'était pas d'éradiquer les langues régionales. Alors, petite question à mon public. Quand on apprend en CE2 que nommer les groupes mixtes qu'on doit nommer, quand on apprend en CE2 à nommer les groupes mixtes au masculin, on ne nous explique pas pourquoi. Le savez-vous? Alors, réponse 1, c'est comme ça en latin. Réponse 2, c'est comme ça dans une autre langue ancienne. Réponse 3, c'est comme ça. C'est comme ça. Eh bien, presque. Parce que, effectivement, parmi les décisions qui régentent la langue, voilà donc les deux explications. Grammaire générale, Nicolas de Bauzet, 1767, vous trouvez tout ça sur Gallica. Le genre masculin est réputé plus noble que les féminins à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. D'accord, on est au clair. Grammaire de Napoléon Landais, 1834, donc voilà, 60 ans plus tard. La raison qu'on en donne est que le genre masculin est le genre le plus noble et par conséquent, on doit lui donner la préférence. Bon, il y a un petit peu plus de diplomatie en 1834, mais on est quand même sur une réalité assez crue.
Moi, je me dis qu'aujourd'hui, la noblesse, ça pourrait être d'être un petit peu plus équitable. Je dis ça, je dis rien. Alors, dans les objections que l'on entend, souvent on entend « oui, mais non, mais en fait, vous n'avez pas bien compris, vous les féministes, en fait, le masculin, c'est un neutre ». Ben, je suis désolée, mais je suis féministe et je sais qu'en français, il n'y a pas de neutre. En grammaire française, il y a un masculin. Quand il s'agit d'être humain, d'individus, le masculin nomme les hommes et le féminin nomme les femmes. Et il n'y a pas de genre neutre en français. Donc non, le masculin n'est pas neutre. Il y a quelques exemples, quelques exceptions. Par exemple, une victime peut aussi bien être Jean Dupont que Claire Durand. Et inversement, un témoin peut aussi bien être Claire Dupont que Jean Durand. Donc il y a quelques exceptions, mais dans l'immense majorité, le genre grammatical correspond au sexe de la personne. Et d'ailleurs, en latin où le neutre existait, il ne désignait pas les êtres humains. Il désignait les objets, les concepts, mais pas les êtres humains, à deux exceptions, sinon ce ne serait pas une règle, les nourrissons et les esclaves. Donc voilà, ça nous en dit long aussi sur la place du nourrisson et de l'esclave dans la société antique. Alors, pas flèche. Donc le masculin, il est masculin. Le masculin inclut les femmes. On est un petit peu sur le même registre d'objections. Et là, je vais m'appuyer sur des références scientifiques de neurolinguistique qui mènent des recherches avec des équipes de doctorants et de doctorantes, notamment une étude de 2007 menée par Marcus Brauer et Michael Landry qui chiffre l'importance de nommer au féminin. Ils ont interrogé aléatoirement des personnes dans l'espace public en leur demandant de citer leurs héros, musiciens préférés. Taux de femmes dans les réponses, 15 à 20% selon si la personne répondant était un homme ou une femme. Ils ont recommencé en doublant le nom des fonctions. Donc en demandant quel est votre héros ou héroïne préféré, quel est votre musicien ou musicienne préféré. Taux de réponse des femmes, taux de femmes dans les réponses, 40%. On passe de 15-20 à 40. Donc nommer fait exister, fait penser à. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi les femmes. Ah oui, celle-là, je l'aime bien aussi. Voilà, donc c'est hyper important de nommer. Ça a l'air de rien. On nous objecte beaucoup que c'est secondaire, que vous n'avez rien d'autre de plus important à faire vu la crise de l'énergie, de l'écologie en ce moment. Mais ouais, mais non, c'est important, il faut nommer quand même. Il faut nommer. Autre conclusion de recherche aussi. Gygax et Zufferet à Fribourg, en Suisse, donnent 2 phrases et demande aux personnes interrogées si les 2 phrases sont grammaticalement liées. Premier exemple, les musiciens sont sortis de la salle de concert sous la pluie, un homme a sorti son parapluie. Et on demande aux volontaires si les 2 phrases peuvent être liées. Est-ce que l'homme qui sort son parapluie peut faire partie des musiciens ou est-ce que c'est une phrase complètement à part? Sous électrode, les personnes ont répondu instantanément oui, les 2 phrases sont liées. L'homme est un musicien, il avait un parapluie, c'était un homme prévoyant, blablabla. Deuxième étape de l'enquête, les musiciens sont sortis de la salle de concert sous la pluie, une femme a sorti un parapluie. Et là, les électrodes notent un temps de réponse beaucoup plus long. Alors, on est inférieur à la seconde, mais quand même par rapport à la première étape, beaucoup plus long. Parce que, devant un masculin générique, notre cerveau hésite. Spontanément, devant un masculin générique, notre cerveau voit un groupe d'hommes. Pas un groupe mixte, pas des femmes. Il voit un groupe d'hommes. Donc, les 2 phrases semblent beaucoup, beaucoup moins liées. Et ça demande une réflexion. Et notre cerveau, il va toujours à l'économie. Quand il peut faire paresseux, il fait paresseux. Donc, groupe d'hommes. Et c'est justement ça qui pose souci, c'est ce trouble, cette confusion-là. Donc, les recherches concluent que nous interprétons le masculin non pas comme un générique, pas comme un neutre, pas comme incluant les femmes, mais comme se référant aux hommes. Alors, la question qui vient en regard de tout ça, c'est pourquoi faire? À quoi ça sert d'adopter l'écriture inclusive? Je dirais qu'en général, il y a toute une...
Non, ah bah voilà, tiens, oui, voilà, c'était ça. C'était mieux avec l'exemple. Je suis désolée, hein, je suis pas très très douée avec la souris là. Voilà, donc ça c'était les deux phrases. Donc le masculin exclut les femmes. Et ça, donc, c'est un exemple que je prends sur le web et qui prend qui a été écrit par son auteur ou son autrice comme ça, qui est publié depuis quelques années, et personne dans le département en question n'est venu leur dire « Oh non, mais c'est lourd, regardez, conseil départemental et conseils départementaux dans la même phrase, c'est une répétition, c'est une lourdeur, c'est pas joli, etc. On assassine Molière, on assassine Racine. » Non, c'est une énumération. C'est une en-tête de page web qui précise que le conseil départemental est composé de 54 personnes qu'on appelle des conseillers départementaux, et c'est tout à fait légitime de l'exprimer comme ça. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y aurait des lourdeurs uniquement, une perception de lourdeur uniquement quand on ajoute des noms féminins, ou est-ce qu'il y aurait d'autres critères de lourdeur que je n'arrive toujours pas à saisir? Accessoirement, on voit qu'il y a d'autres possibilités d'inclure les femmes dans le conseil départemental, en parlant de conseillères et conseillers, dans un sens ou dans l'autre, de 54 membres, de 54 personnes, de 54 élus, même avec un point milieu, éventuellement de donner la liste des 54 noms. Donc on n'est pas à court de solutions en langue française. Le français sait nommer des personnes et sait, on connaît le principe de l'énumération et de la liste. Donc la question qui vient en regard de tout ça, c'est pourquoi faire? Pourquoi est-ce qu'on adopterait l'écriture inclusive, le français inclusif? Mais en fait, c'est dommageable pour plein de choses. D'abord, toutes les discriminations sont dommageables. Qu'elles reposent sur la race, le sexe, l'âge, le handicap, etc. Le sexisme, c'est évidemment le gros morceau du français inclusif, mais c'est pas le seul biais que l'on doit éliminer dans la langue. Le sexisme génère des écarts de salaire, des écarts de retraite, il entrave la reconnaissance en général. En se privant de certaines personnes, c'est la société tout entière qui se prive de talent. Parler des femmes au masculin, c'est aussi dommageable parce que l'humanité mathématiquement est composée de moitié de femmes et qu'il n'y a pas de raison de l'exclure, c'est une réalité mathématique. Et puis, on l'a vu, donc nommer fait exister, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Alors, on va revenir à nos chatons. Il est possible de nommer, de dire les choses en nommant les femmes au féminin, pardon, sans que le chaton l'emporte. Dans l'incendie, 3 petites filles sont mortes. Leur petit chat n'a pas survécu non plus. Et on est aussi triste pour le petit chat, c'est sûr, il n'y a pas de souci. Alors, on va remonter dans la DeLorean. Et on arrive dans les années 80, premier septennat Mitterrand. Le gouvernement de Mitterrand, avec Jospin en Premier ministre, crée une commission de néologie à qui est confiée la tâche de travailler sur la féminisation des noms de métiers, titres, grades et fonctions. Notez que le gouvernement ne le confie pas à l'Académie française. Nos 2 invités contemporaines sont donc la ministre des droits de la femme, à l'époque le droit de la femme, Yvette Roudy, qui s'occupe du dossier et qui confie la présidence de la commission à Benoît de Groult, a également travaillé à cette commission de féminisation, alors je ne sais jamais si c'est Bertrand ou Bernard Cerquiglini, donc qui est très très favorable à la langue épicène, pas forcément au point milieu, mais honnêtement moi non plus, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, au fait de nommer les femmes au féminin ou de trouver les épicènes nécessaires pour ne pas laisser penser qu'il n'y a que des hommes dans ces groupes mixtes. Donc, la commission va produire un document qui, à mon sens, fait toujours référence, qui est disponible en tapant son nom gratuitement, qui fait 70 pages, il s'appelle « Femme, j'écris ton nom », qui rappelle dans la première partie la formation des mots, la formation des féminins, quels sont les suffixes, pourquoi c'est pas un problème qu'un mot comme cuisinière puisse à la fois désigner l'instrument et la personne, la femme qui cuisine, qu'on en connaît d'autres, ça s'appelle une polysémie. L'avocat a aussi, c'est aussi un fruit vert et un homme en robe noire, et on se pose pas de questions métaphysiques sur écrivain, écrivaine, dans veine, écrivaine, on entend veine, dans écrivain, on entend veine. Bref. Donc, on connaît ces procédés-là de la langue, ces figures de la langue. C'est pas un souci en soi. Donc, le début du document recense la construction des féminins et la deuxième partie du document recense de manière assez exhaustive les titres, les métiers, titres, grades et fonctions au féminin. Donc, si vous avez un doute,
Est-ce que ça existe au féminin? Eh ben, vous pouvez le vérifier dans « Femme, j'écris ton nom ». Et en préface de ce document, on lit qu'une femme exerçant les fonctions de directeur d'école porte depuis plus d'un siècle le titre de directrice, alors que la femme directrice d'administration centrale était encore il y a un an appelée Madame le directeur, atteste, s'il en était besoin, que la question de la féminisation des titres est symbolique et non linguistique. La langue française a toutes les solutions pour nommer les femmes au féminin. C'est une question de symbole, c'est une question de culture, c'est une question de lâcher le pouvoir ou de prendre le pouvoir. Objection, l'écriture inclusive, c'est illisible. Alors en général, ça s'applique au point médian. Quand on commence à dire « moi non plus, le point médian, je suis pas fan », alors on peut commencer à discuter. Et on parle d'épicène plutôt que d'écriture inclusive, mais bon, pour moi, ça recouvre la même chose. La multiplication des points médians, évidemment, au début, ça alourdit. C'est vrai que si on en met tous les 2 mots, tous les 3 mots, au substantif, au participe passé, aux adjectifs, ça peut effectivement compliquer la lecture, mais je dis bien au début. C'est vrai que dans un deuxième temps, très vite, on s'habitue. Vous savez, ces petits tests, vous avez un paragraphe en majuscule où une lettre, par exemple le E est remplacé par un 3, le A est remplacé par un 4, et on se rend compte qu'à la 3e, 4e ligne, on lit parfaitement ce petit paragraphe avec des chiffres à la place des lettres. Donc le cerveau, il s'habitue très vite, et le point milieu, il ne fait pas exception. Au bout de quelques occasions, on sait parfaitement, enfin, au bout de quelques occurrences, on sait parfaitement le lire, et c'est pas un souci. En tout cas, c'est pas plus difficile à lire qu'une URL avec des signes diacritiques. Voilà. Est-ce que c'est vraiment compliqué? Est-ce que le point milieu est vraiment la chose la plus compliquée du monde? Bah, quand on abuse aussi des hashtags, des arrobases, des absences de signes diacritiques dans les URL, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'on a cessé de développer et d'utiliser Internet parce que oh non, une URL, c'est vraiment trop compliqué, on ne va pas y arriver. Ben non, en fait. Utiliser les hashtags, les arrobas, c'est devenu une habitude, on a changé. Alors le changement, il est difficile, certes, mais comme tout changement. Comme le fait de reprendre la course 3 fois par semaine, 5 km au mois de septembre, comme les bonnes résolutions du mois de janvier, tout changement est compliqué, difficile et ça demande un effort. Parce que notre cerveau, il passe d'un mode j'avais l'habitude de faire ça ou de rien faire, et maintenant il faut que je prenne une nouvelle habitude. Et prendre une nouvelle habitude, bah ouais, ça nous fait passer du... Alors je ne sais jamais si c'est le cortex frontal ou le cortex limbique, mais on passe de l'un à l'autre. Du mode qui demande des efforts parce qu'on fait quelque chose de nouveau qu'il faut y réfléchir, au mode pilote automatique. Donc tout changement est difficile. Dans les années 2000, mais voilà, donc je vais être la seule, donc je vais vous raconter ce qui se passait dans les années 2000. Dans les années 2000, quand on a commencé à rédiger les adresses mail avec l'arrobase, on ne savait pas ce que c'était l'arrobase. Alors, on entendait des arrobasques, on entendait des arrobastes, et je ne vous parle pas d'écrire le signe, ce n'était pas possible. Et il n'était pas dans les claviers, il n'était même pas dans les caractères rares de Word, vous savez, en haut à droite. Là. Et ben voilà, et ben qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ajouté dans les claviers, on a appris que c'était arrobase, et qu'il se traçait comme un petit A qui s'entoure d'un O. Voilà, c'est pas... On a surmonté la difficulté. Et la langue française n'en est pas morte. Donc aujourd'hui, c'est plus un sujet. Alors oui, effectivement, pour certains féminins peu usités, ça peut sembler un peu bizarre aujourd'hui. Par exemple, la sapeuse-pompière a beaucoup de mal à s'installer. Mais est-ce que c'est parce que sapeuse-pompière? Non, je vois vraiment pas de quoi tu parles. Est-ce que c'est parce qu'on comprend pas ce que c'est qu'une sapeuse-pompière? Ou est-ce que c'est parce que le métier de sapeur-pompier joue un petit peu avec des cols de virilité? Peut-être pas à peine exagéré? Je sais pas. On comprend bien ce que veut dire le mot sapeuse-pompière, on n'imagine pas autre chose. Enfin voilà, la langue, elle n'a pas d'autre mission. Bien sûr, bien sûr. Non, mais on vient de le dire 2 fois, le mot il existe, hein, ça y est. Hein. Soyons folles, hein. Soyons folles, on va inventer des mots. Alors, objection, l'écriture inclusive, c'est un petit peu lourd, donc on va reprendre notre exemple de tout à l'heure. Comme elle était rédigée au départ, le conseil départemental est composé de 54 conseillers départementaux
Et comme on pourrait le rédiger de façon à inclure les femmes qui sont conseillères départementales, le conseil départemental est composé de 54 membres. Si on en est, en termes de critères de lourdeur, à compter les signes et les espaces, il semblerait que la formulation inclusive occupe moins d'espace. Donc, non, l'écriture inclusive n'est pas toujours plus lourde, elle peut aussi être plus concise. Alors à vous maintenant de sauver les 3 petites filles, non pas de l'incendie, mais du sexisme. Et puis tant pis pour le chaton. Tiens, j'ai oublié le chaton dans l'histoire. Deux ouvrages dans lesquels vous allez trouver plus de consignes. Alors, pas tant sur la question linguistique, parce que voilà, les féminins, on l'a dit, existent, les épicènes existent, on sait faire, la langue sait faire. En revanche, peut-être pour vous oser, pour prendre confiance et oser utiliser, oser remettre en cause les règles. Donc, ces 2 livres-là, qui ne s'autodétruiront pas après lecture, vous en disent un petit peu plus. Le premier parle d'histoire de la langue et sur comment on en arrive là. Donc, Eliane Viennot, pardon, je les ai inversés, c'est le deuxième. Donc, Eliane Viennot est professeuse émérite de littérature de la Renaissance. Elle a enseigné la langue, la littérature française à Washington, Nantes, en Corse et à Saint-Étienne. Quant à Marie Candéa et Laëlie Aveyron, elles ont écrit ce petit manuel d'émancipation linguistique pour nous rassurer sur le péril qui pèserait sur la langue ou sur la baisse du niveau de français. Spoiler alert, c'est faux. Le niveau de français ne baisse pas. On entendait déjà des gens de 40-50 ans dire oh, « les jeunes ne savent plus parler la langue » sous Platon. Ça n'est pas nouveau. Mais je ne sais pas si c'est rassurant. Oui, voilà, mais que les gens de 40-50 ans continuent de dire les jeunes ne savent plus parler la langue, moi ça m'atterre, non? Je trouve c'est un peu, quand même, ça fait 3000 ans, quoi. Enfin, mais c'est ça, ça me contrarie beaucoup. On n'est pas beaucoup plus sage. L'évolution prend beaucoup de temps, on est d'accord. Voilà, donc Marie Candéa est maîtresse de conférence à la Sorbonne Nouvelle et Laëlie Aveyron, maîtresse de conférence en stylistique à l'Université d'Orléans. Elles ont aussi un podcast qui me plaît beaucoup, qui s'appelle Parler comme jamais, dont est tiré ce petit manuel d'émancipation linguistique. Alors, je vous avais promis 2 invités surprises. Voici le premier invité surprise. Tadam! Le premier invité surprise qui peut vous aider à accomplir votre mission, c'est le point médian. Sa carte d'identité nous apprend qu'il s'obtient avec la combinaison de touches, attention, Alt 0183, mais on peut la personnaliser. Le point médian ou milieu est un outil très efficace, mais aussi jaloux des autres signes diacritiques que j'ai mentionnés plus haut, comme l'arrobase et le hashtag, parce que ces signes-là ont été adoptés sans qu'on en fasse toute une histoire. Et ils sont sur les claviers, ouais, sauf contrairement, c'est juste. Mais ça va changer tout ça. Le point médian ou tout autre marqueur typographique, trait d'union, point bas, E majuscule, espace, etc., vous aidera à nommer les femmes et les hommes quand le texte doit obéir à des contraintes d'espace. Quand on manque d'espace pour mettre le féminin en entier, ne lui demandez rien d'autre. Le point médian ne fait que marquer une abréviation, l'abréviation du doublet complet, la double flexion. Par exemple, mécanicien et mécanicienne peut s'abréger si on manque de place dans un titre, quand c'est une vraie contrainte d'espace, pas quand c'est de la flemme. La flemme n'est pas une contrainte. Comment lisez-vous? Comment lire ce qui est écrit là-haut, tout en haut? Mécanicien N? Mécanicien et mécanicienne, plutôt le 2? Qu'est-ce que vous dites? La 1, plutôt la 1. Donc 2 pour la 1, 1 pour la 2, messieurs. La 2? Plutôt la 3. Pas le point à voix haute. Ouais. C'est pas facile, par exemple, auditeur, auditoriste, il y a des mots pour lesquels ça passe mieux. Mécanicien, mécanicienne, là, ça passe moins bien de le dire à l'oral. Quand on dit auditeur, auditrice, pour dire auditoriste, par exemple, ça passe super bien.
Mais il est agglutiné, il n'y a même plus de point milieu dans auditoris. Ah ouais, je me remettrais quand même. C'est vrai que c'est des trucs comme collaboratrice. Mais oui, voilà, les teurs, ils passent bien. Oh. Réponse des mécanos. Ouais. Alors mécanicienne, on garde que le féminin du coup. Bon, honnêtement, hein, il faut lire la double flexion, il faut le lire en entier, mécanicien et mécanicienne. Si à l'écrit, vraiment, on manque de place, allez, on abrège parce qu'on a besoin de gagner 1,5 cm. Mais sinon, si on n'est pas prêt à écrire les mots en entier au féminin, si on n'est pas prêt à laisser 1 cm sur la ligne d'écriture aux femmes, on n'est pas prêt d'avoir un siège au conseil d'administration d'une entreprise du CAC 40. Il faut qu'on prenne la place. Désolée, hein. Mais c'est pas au dépend du masculin. C'est à côté, c'est en plus. Bah, je sais pas, faut demander aux 2 hommes alors. Ça s'appelle un accord de majorité. Et on n'est pas contre et on en fait. Sur nos balcons pendant 2 ans, on a applaudi les infirmières et les caissières. Il y a bien des infirmiers et des caissiers quand même dans le lot. Mais voilà. Mais comme ça, du coup, il vaut mieux les applaudir que les payer. C'est on va mettre des mots féminins sur les métiers qui sont de manière cliché dites pour les femmes en fait. Et masculin sur les métiers où tout à l'heure on disait sur l'aspect plus noble. Mm. Mm. Donc c'est sûr que voilà, c'est pareil, une secrétaire et un patron, on va dire. Une infirmière et un médecin. Voilà. Alors, soit on peut opter pour l'accord de majorité parce que quantitativement, il y a un accord de majorité, parce que c'est flagrant, mais attention parce qu'effectivement, ça peut renforcer un stéréotype. Donc, stratégie. Est-ce qu'on cherche à renforcer un stéréotype ou le laisser couler, ou est-ce que, au contraire, on voudrait montrer que dans les charpentiers, il y a aussi des charpentières, ou que chez les infirmières, il y a aussi des infirmiers, et générer des vocations chez les collégiens et lycéens d'aller soigner les autres. Tout ça, il n'y a pas de vérité absolue, il n'y a pas de réponse unique, c'est vraiment des choix et c'est des stratégies. À certains moments, on va préférer un terme épicène. Par exemple, on va parler des pilotes ou des linguistes ou des kinésithérapeutes parce que ce sont des termes qui ne sont pas genrés. Et puis, quelquefois, on veut montrer les femmes. Alors, on va parler des mécaniciennes et des mécaniciens et pas des mécanos. Mécanos, par exemple, seraient neutres. Enfin, seraient pas genrés. Alors, il y en a 2000 dans la langue française, et vous les trouverez sur mon site, #pub, un dictionnaire des synonymes et termes proches épicènes. Il en existe déjà pas mal, et puis s'en crée de nouveaux. Par exemple, on peut parler des traductrices et traducteurs, je parle de mon métier, mais de plus en plus, on prend la proposition d'Alferatz, qui est prof à la Sorbonne Nouvelle. Al propose une de grammaire non genrée, et Al propose des traducteurs, AIRES. Et pourquoi pas? Et par exemple, auteur-autrice, pourquoi pas auteur, AIRES. Et on peut former des termes épicènes à base de suffixes grecs, pourvu qu'on les comprenne facilement. Je pense que quand je vous parle de traducteur, vous ne me demandez pas quel métier. Mais c'est quoi son truc? Qu'est-ce qu'elle fait déjà? On comprend. Et au pire, on apprend. Au pire, on apprend. Donc oui, formons cette commission. Check. Donc ici, mécaniciens et mécaniciennes, et évidemment, c'est tout à fait lisible par des applications pour les personnes malvoyantes ou autres. Ça a été souvent ressassé, cette histoire aussi. Quand on a un M majuscule avec un point, le logiciel en question, il sait lire monsieur. Devant D majusculaire, le logiciel, il sait dire docteur. Donc devant mécanicien.nes, on doit pouvoir lui apprendre à dire mécanicien et mécanicienne. Le point milieu, mais pas le reste.
Ah bah le point milieu, c'est une réalité qui a un signe en plus qui vient couper deux mots. C'est une abréviation. Alors c'est pas une nouveauté en soi, hein, c'est pas une invention de féministes. L'abréviation, on connaît. Il semblerait, alors il n'y a pas encore de statistiques, mais je peux imaginer que ça puisse effectivement que ça puisse compliquer. Bon, ça va, mais comme pour l'arobase qu'on savait pas tracer, hein. C'est une abréviation comme une autre. Les personnes souffrant de troubles 10 savent lire les abréviations. Si on le multiplie, le point milieu, ouais, c'est lourd, mais c'est lourd pour tout le monde. Donc, utilisons la richesse de la langue, surtout en tant que métier de l'écrit, chers collègues. On peut se passer du point milieu. Point milieu, c'est quand on n'a pas de place ou pas le temps. Donc, ne lui demandez pas autre chose, c'est pas une solution pour tout, n'abusez pas du point milieu. Des fois, oui. Quand... J'ai déjà fait des nœuds cerveau au travail pour savoir comment écrire. Notamment les collaborateurs doivent remplir leur évaluation. Je ne savais pas comment. Faites de la place au féminin. Collaborateurs et collaboratrices, on est là. Il faut. Non, c'est pas hyper lourd, c'est une liste. Nos collègues, les collègues, le personnel, l'équipe, les membres de l'équipe, nos talents. Ça, c'est très branchouille, ça. Nos talents. Un peu trop. On va trouver autre chose bientôt. Donc, le deuxième invité surprise, eh bien, c'est l'usage. L'usage, c'est vous, c'est nous. L'usage évolue, la langue, elle est à nous. C'est à nous de décider ce qu'on en fait. Et à chaque époque, la langue évolue, c'est normal. Le français évolue comme toutes les langues vivantes. Aucune langue n'est figée. Le français a une histoire que je vous invite à découvrir, notamment par ces livres très intéressants. Elle sert à communiquer des idées, des concepts. C'est aussi un dispositif de maintien de l'ordre social. C'est aussi une construction politique qu'il est possible de se réapproprier, donc je vous invite à le faire. Et on peut à la fois aimer le français, sa richesse, sa complexité et son histoire, et avoir confiance dans sa vitalité, sans se complaire dans la nostalgie d'un passé mythique. Ayez de l'ambition, emparez-vous de la langue, elle est à vous, elle est à nous. En résumé, Madame de Sévigné n'était pas une femme à barbe, l'écriture inclusive n'assassine ni Molière ni Racine, le féminin existe en français, votre mission est possible. Voilà pour mon exposé, je réponds volontiers à vos questions. Et si vous avez envie, on peut se pencher sur quelques exercices, voilà, aussi. Mais je réponds volontiers à vos questions. Ah non, mais non! Ah mais non! C'est des propositions, mais il n'y a pas de solution unique. Oui, voilà, vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Oui, dans la mesure où il y a les habitants c'est un masculin. C'est pas un neutre, les habitants. Il existe les habitantes. Donc s'il y a un féminin, c'est que celui-là, c'est un masculin. Avec le point? Parce que les habitantes, c'est un féminin, ça exclut les hommes. L'idée n'est pas de prendre une revanche, n'est-ce pas? Ouais. Alors comment? Alors allons-y, occupons le centimètre. Oui. Mais non, c'est pas long, c'est une énumération. Alors si ça vous satisfait pas, on cherche autre chose. Alors les personnes habitant, ouais. Je sais pas quel est le gentilé, ouais. Ou encore. La population du département. Et si on l'enlève, le département d'Ille-et-Vilaine. Le département d'Ille-et-Vilaine est inquiet. Par exemple, on enlève l'aspect humain. Mais du coup, c'est un petit peu désincarné. Donc, la population est inquiète. Oui, voilà. Décidons que ces gens-là sont contents. Ah oui, mais contents, ça redevient un masculin.
Non, fausse bonne idée. Alors, petite astuce, si vous voulez vous entraîner à ça, l'auxiliaire être, on le met de côté. L'auxiliaire être, il entraîne nécessairement des termes genrés. Donc, on va soit utiliser l'auxiliaire avoir, soit chercher un verbe riche. Oui, pas un auxiliaire. Donc, par exemple, ici, sont inquiets. On va utiliser le verbe s'inquiète. La population du département d'Ille-et-Vilaine s'inquiète face à la pandémie. Du coup, on peut garder les habitantes et les habitants pour montrer, voilà. Mais l'inconvénient, c'est qu'on reste dans la binarité avec habitants et habitantes. On n'intègre pas les personnes non binaires. Donc, à chaque fois, on a des choix à faire. Il faut une commission pour les épicènes. Mais voilà, donc, vous voyez entre les doublets, dans un sens ou dans l'autre, le collectif, les personnes, les gens, les individus, le département, c'est-à-dire qu'on débarrasse les gens et on parle que du département, voire l'Ille-et-Vilaine. Un titre un peu punchy, ça peut être l'Ille-et-Vilaine s'inquiète. Pandémie, 2 points. L'Ille-et-Vilaine s'inquiète. Vous voyez, il y a plein de façons de reformuler les choses.